Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, deuxième partie. Tout de suite, le débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Wilfried Ekanga du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis Francfort en Allemagne. Ici en plateau à Douala, Valérie Mandengue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de lui, le docteur Louison Essomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. Docteur Louison Essomba, comment on peut vivre pendant près de 300 jours sans avoir des nouvelles d'un être cher? Serge, toute l'information est extrêmement grave et surprenante. Vous savez, on l'a souvent dit de la manière la plus forte que dans un État, quand on essaie de procéder à une classification des institutions, après le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, on a quand même le pouvoir de la presse. On a les médias, en fait, qui jouent un rôle très important. Aujourd'hui, même dans le sens du rayonnement d'un État, on passe par les médias. Et ça fait de sorte que tous ceux qui exercent cette fonction, c'est la raison pour laquelle on est tombé sur le principe de la liberté de la presse, qui voudrait quand même que ceux qui accomplissent cette lourde tâche au quotidien soient quand même libres. C'est vrai que que nous sommes dans un régime de ce qu'on appellerait le régime préventif, c'est-à-dire qu'en réalité, le principe c'est la liberté et l'exception des mesures de police c'est l'exception. Ça fait donc de sorte que le journaliste doit dans le respect des règles déontologiques et de l'éthique, doit travailler en ce sens-là. On peut condamner qu'aujourd'hui, on va monter un peu une presse à gage, mais l'important à dire, c'est qu'il faut respecter les hommes des médias, parce que sans eux, même un État ne peut rayonner. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous vivons et nous apprenons une telle information de sévices corporels sur un journaliste, ça doit sérieusement faire mal. Ça heurte même d'ailleurs la conscience nationale et même internationale de savoir qu'un journaliste qui aide à la sensibilisation, à l'information et même au divertissement puisse partir de cette manière-là. Donc en réalité, nous interpellons les pouvoirs publics de davantage procéder à la protection des droits de l'homme. C'est vrai, on n'exclut pas l'hypothèse qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir à un moment donné une presse à gage. Mais je dis une chose, respectons le journaliste. S'il a commis une infraction, autant utiliser les voies de droit. C'est-à-dire qu'il comparaît devant une juridiction, il répond de ses actes et il est condamné si tel est vrai que les raisons qui justifient son inculpation sont juridiques. Donc moi je pense qu'il faut éviter de vivre de tels actes. Les journalistes sont quand même là pour porter et faire rayonner l'image d'un État. Valérie Mandengue, un journaliste qui meurt de suite des sévices corporels, quelle image donc pour le Cameroun à l'étranger? Monsieur Otto, permettez-moi déjà, par la prise de parole que vous me donnez, d'adresser à la famille du défunt des sincères condoléances, parce que il est toujours difficile de perdre un être cher, qu'il soit en incarcération ou qu'il ne soit pas. C'est toujours un traumatisme dans une famille. Il laisse une famille éplorée, peut-être des orphelins, mais il est important que chaque fois que nous sommes face à la mort, nous nous inclinons. Et lorsque je parle de nous incliner, cela impose aussi un minimum. Et le premier minimum, c'est la prudence. J'ai suivi le docteur Essomba, j'ai regardé l'élément que nous a produit le journal et j'estime qu'il est trop tôt pour dire un certain nombre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, avant d'affirmer, il faudrait que nous laissions les autorités compétentes déjà ouvrir une enquête, apporter les preuves ou pas qu'il y a eu sévices, parce que c'est suffisamment grave s'il y a sévices, et ce n'est qu'au bout de ce schéma que nous pourrons dire quelque chose ou émettre un jugement de valeur ou pas. La deuxième chose, c'est que nous avons suivi dans l'élément, il y a des politiques qui se sont déjà prononcés sur le cas, et c'est toujours ça, la précipitation. La parole publique est consacrée. Lorsque vous parlez sur le plan public, vous devez prendre le temps. Et lorsqu'une nouvelle arrive, il faut prendre le temps de recouper
avant de donner des avis. Monsieur Otto, autant je m'incline devant la mémoire de ce compatriote qui est décédé, autant je m'insurge contre cette géométrie variable en termes de dénonciation ou en termes de prise de parole. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons eu, il y a quelques mois, un journaliste qui s'est fait agresser à Paris par des membres se représentant d'une organisation ténébreuse appelée la BAS. Il n'y a pas eu de levée de bouclier. Il n'y a jamais eu de levée de bouclier. Donc, il ne faudrait pas que l'indignation... Si on parle de mort d'homme. Oui, j'arrive. Il ne faudrait pas que l'indignation soit à mémoire sélective. Nous parlons de mort d'homme, mais nous parlons du corps de journalistes. Oui. Et plus loin, moi je serais d'accord avec vous, Monsieur Otto, qu'on aille plus loin. Qu'aujourd'hui, un débat soit ouvert au niveau des conditions de travail des journalistes. Moi, je suis d'accord avec le docteur Luison quand il dit un certain nombre de choses, mais allons plus loin. On saisit toujours des occasions pour mettre en place un certain nombre de réformes. Comment les journalistes travaillent aujourd'hui dans ce pays quand on parle de presse à gage? Est-ce que les journalistes aujourd'hui ont un minima pour survivre? Lorsqu'on sait que le président du syndicat des journalistes, je crois, M. Denis Kwebo, a quitté un organe de presse que je ne citerai pas ici pour arriérer de salaire. Donc, c'est des questions, c'est des interpellations pour nous qui sommes des politiques, à mettre en place des réformes structurelles qui puissent encadrer la profession et encadrer les individus. Maintenant, juste pour chuter et revenir à ce qui nous interpelle, je dis encore, attendons que les enquêtes soient menées, attendons que, l'administration pénitentiaire, le secrétariat d'État à l'administration pénitentiaire qui sera saisi, le ministère de la Justice sera saisi, attendons la fin de l'instruction qui va s'ouvrir pour pouvoir nous prononcer. La parole hâtive sur le plan public est toujours préjudiciable. Attendons, moi je reste prudent, je reste suffisamment, je prends de la hauteur, je ne veux pas faire de déclarations outrageuses, mais ce que je dis ici, c'est que un Camerounais s'en est allé, que son âme repose en paix et que sa famille puisse avoir le courage de surmonter cette douloureuse épreuve. Voilà, Wilfried Ekanga, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quant à lui, condamne sans réserve les actes de torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants qui ont entraîné la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Le professeur Maurice Kamto exige que les responsables de ces actes, à tous les niveaux compris, y compris les donneurs d'ordre, soient identifiés, poursuivis devant les tribunaux et sanctionnés selon la loi. Mais oui, Serge Alain, mais oui, simplement. Je ne sais pas quel type d'espoir le représentant du PCV veut nous entraîner sur ce plateau. On a l'impression que vous vous réveillez tous les matins avec un Cameroun d'hier que vous avez oublié. C'est comme si c'est aujourd'hui que les sévices commençaient. C'est comme si aujourd'hui vous découvrez il y a peine la barbarie du système carcéral. C'est la même prison qui a brisé le bras de Mamadou Mota, que vous avez d'ailleurs cautionné vous-même il y a quelques instants en disant qu'il était allé marcher. Vous cautionnez, donc vous dites vous-même de votre propre bouche que quand on marche au Cameroun, même si on a fait de mal à personne, ça justifie qu'on ait le bras brisé. Wilfried Siewe, qui était en Allemagne, qui n'était pas impliqué en politique, qui travaillait chez Siemens, une entreprise européenne qui était en vacances dans le cadre privé, a été arrêté et a eu le crâne ouvert dans les mêmes conditions. Gaëtan Gokam a encore les stigmates de ces balles qu'il a dans les pieds. Michel Doki a encore les stigmates de ces balles. On prend un journaliste et il disparaît pendant 300 jours, 1 an, et il en meurt comme Bingota est mort il y a quelques années, comme 1001 cas qu'on peut répertorier dans le passé, et vous trouvez dans votre organisme la force de dire que non, on va attendre, il ne faut pas être péremptoire. Par contre, vous êtes très péremptoire pour dire que ce n'est pas le gouvernement camerounais. Vous étiez péremptoire sur le cas d'Ngarbo, d'ailleurs, Equinox TV a été mis au pilori, comme ça, en disant que voilà diffusion de fausses nouvelles, avec intimidation de l'administration territoriale. Vous avez fait le même coup il y a quelque temps avec les bébés qui ont été massacrés sur le dos de leur mère,
Il y a quelques instants, les MRCistes qui avaient été arrêtés à Ambam la semaine dernière ont été libérés. Je me souviens qu'à l'annonce de leur arrestation, les billéistes me disaient encore une fois de plus que bon, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez les images? Est-ce que vous avez les preuves? C'est incroyable. C'est donc pour ça, c'est à cause de ce manque de crédibilité, de cette répétition discontinue d'un mensonge auquel plus personne ne croit, que quelqu'un comme Obama, le vrai, je sais pourquoi je dis le vrai tout à l'heure, avait dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts et d'institutions fortes, parce que le Cameroun, par exemple, ne respecte pas lui-même ses textes de loi. Il n'y a aucun respect des droits publics. Un autre journaliste incarcéré actuellement, Paul Chouta, il peut être coupable de quelque chose, ça c'est un débat. Mais maintenant, est-ce que la procédure, est-ce que tout ce qui se passe autour de lui est conforme à un seul texte de la loi camerounaise? Bien sûr que non. C'est-à-dire, il n'y a ni avocat, ni prise en charge, rien du tout. Ça fait 1 an qu'il est incarcéré et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que là, on cite les exemples les plus connus. Donc, cette culture du mensonge, cette culture du faux, cette culture de l'esbrouf continue est ce qui pousse dans certains politiciens qui, pour vous, n'ont pas la légitimité, puisque vous estimez que la légitimité, c'est par les urnes, ce qui est faux. Un peuple a droit à l'infrastructure, qu'il ait voté ou pas. Un citoyen peut dire j'ai besoin, la fortune publique, c'est pas l'argent de Paul Biya, il faut des routes, des hôpitaux, l'accès à l'eau. Pour cela, qu'on ait voté ou pas, on est un citoyen, on a droit à ça. Le président n'est pas le président de ceux qui sont allés voter, ils ne sont que 2 millions, et encore les 2 millions n'ont pas voté pour lui. Il y a 25 millions de Camerounais, il ne peut donc pas les occulter sur le fait qu'ils n'ont pas la légitimité, ils n'ont pas voté. C'est totalement faux et c'est totalement cynique. C'est cette logique-là que vous apportez donc ici, à toujours entretenir un mensonge que tout le monde voit. Le coup de la CAN 2019, quand tout le monde voyait que ça n'allait pas donner de résultats, c'était encore la même chose. Et tout à l'heure, avant, vous avez nié. Là, maintenant, vous êtes en train de jouer les compatissants qui a trop pitié de la famille, qui pense trop à elle, alors que tout à l'heure, vous avez dit que non, dans les prisons camerounaises, tout se passe très bien. On y sort même en ayant pris du poids. Allez dire à la famille de Monsieur Ouazizi qu'en fait, non, d'habitude, on est dans les prisons, on a pris du poids. Allez dire, je sais pas, si l'un d'eux, je sais pas ce que l'un d'eux, s'il a suivi cette émission, a pensé en vous regardant. Donc, rendez-vous service à vous-même. Aucun régime n'est perpétuel. Nicolae Ceausescu, en Roumanie, qu'on a fini par mettre de côté en 1989, était surnommé le firmament de l'humanité. C'est-à-dire, il était même au-dessus des humains que le dieu Paul Biya que vous encensez actuellement. Mais ceux qui étaient prêts à n'importe quel cynisme pour le soutenir à l'époque ont payé très cher quand ce régime a tourné le dos. Donc faites très attention, vous êtes jeunes, pensez à la suite. Maintenant, sur la logique du coronavirus, c'est la même chose. Ceux qui vivent ces réalités-là sur le terrain vous disent qu'actuellement, il y a une recrudescence des cas. On est à 7000 cas. On n'est que le 3 juin, supposons, on est dans la continuité du mois de mai. Donc, simplement du 1er au 31 mai, on atteint les 7000 cas. Donc, 5000 cas de plus que sur les 2 premiers mois, parce qu'on a rouvert les bars et maintenant, on veut interdire les veillées. Mais pendant ce temps, les gens peuvent se serrer dans les bars et les boîtes de nuit. Cette incongruité, cette incohérence dans vos mesures. Quand vous justement, dites que le pape justement, Wilfried, justement, vous avez un peu, on va partir sur cette interdiction du gouverneur de la région du centre, plus de veillées dans la région. Votre réaction? Mais Serge Alain Otto, quand on prend la chose dans la globalité, les gens les moins susceptibles d'attraper le Covid-19, ce sont les enfants, les plus jeunes. Et la population camerounaise est très jeune, l'âge moyen est de 17 ans et demi à peu près. Ce sont les vieux qui meurent le plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a peu de cas, en tout cas peu de mortalité au Covid-19 en Afrique, outre le fait qu'il n'y a pas assez de tests pour voir d'abord les chiffres réels, c'est que la population est jeune, dont elle ne meurt pas beaucoup. Mais maintenant, on nous a mis dans une problématique où, avec cette jeune population-là qui, elle, est moins susceptible de contracter le virus, on a d'abord ouvert les vannes à ceux qui sont plus vieux, c'est-à-dire à ceux qui vont dans les bars, à ceux qui vont dans les boîtes de nuit. C'est à ceux-là qu'on a ouvert en premier avant d'ouvrir les écoles. Donc, on a ouvert les bars et les boîtes de nuit. On a ouvert dans les écoles. D'ailleurs, je m'opposais à toutes ces mesures parce que de toute façon, si on atteint, et on voit comment ça est en train d'accélérer, il y a grande vitesse, si on atteint le quota qu'on a eu en France et dans les pays occidentaux, qui eux ont des moyens meilleurs que nous, le taux de mortalité chez nous, si le virus se réadapte à la structure immunitaire jeune de notre population, le taux de mortalité sera encore plus grand parce que nous n'avons pas l'infrastructure. Vous avez donc beau donner des médicaments à telle ou telle école, mais si en même temps les bars sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes, les écoles sont ouvertes, et il n'y a aucun système de régulation des comportements humains,
dans les marchés ou dans les centres-villes, parce que ce n'est que la politique qu'on sait réprimer. Évidemment, interdisez toutes les veillées que vous voulez, rien ne va y changer. C'est un régime incohérent. Si vous voulez que le régime Biya fonctionne et mette toute son énergie dans une bataille, dites-lui que le MRC est présent quelque part. Monsieur Valéry Mandingue matérialise d'ailleurs sur ce plateau. Il est sur ce plateau celui qui a cité le plus de fois le nom Maurice Kamto, plus que tous les panélistes réunis, parce que c'est une obsession, c'est une idée fixe, parce que pour une fois, ils ont une adversité véritable. Mais quand les véritables problèmes des Camerounais sont posés, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de bitumage des le communiste agropastoral Ibolova, on l'a vu dans le journal, c'était en 2011. Les problématiques là ne sont pas exécutées. On promet, on ne fait pas. Il y a le Cameroun virtuel qu'on raconte à Douala. Merci Wilfried. Valéry Kanga sur cette décision du Valéry Mandingue sur cette décision du gouverneur de la région du Centre interdisant les veillées funèbres. Écoutez, l'administration a à sa possession un certain nombre d'éléments qu'il juge et qui lui permettent de prendre un certain nombre de décisions. Le préfet en question a sûrement des informations qui l'amènent avec l'ensemble de tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Il a des éléments qui lui permettent de prendre ces décisions. Je vais vous prendre un cas simple, un cas personnel. Il y a pratiquement 2 semaines, j'ai enterré mon beau-père. Et quand je suis allé enterrer mon beau-père, j'ai d'abord pris une autorisation spéciale de l'administration, de la sous-préfecture de Douala 1er, et j'ai donné des garanties que lors des obsèques, il y aurait des dispositifs de lavage de mains. Nous avons partagé des masques et nous avons observé la distanciation sociale, chose qui a été encadrée par l'administration qui est venue évaluer ce qui avait été pris comme engagement. Donc je pense que chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous avons l'obligation de nous référer à qui de droit. Et en l'entame d'émission, contrairement à la philosophie et au verbiage de M. Ekanga, je vous ai parlé de la distribution massive de kits à l'endroit de nos enfants à Douala 2e, qui s'ajoute à l'ensemble de la bataille qui a déjà été faite par Madame le maire, Denis Fampou, aux élus du littoral, Soko Touté, Malise et compagnie. Oui. Nous combattons la maladie au quotidien. Voilà. Nous ne faisons pas de philosophie, monsieur Otou. Voilà. Maintenant, vous avez déjà dit ça. On évacue rapidement le débrief. On était sur le centre. Vous avez donné votre point de vue parce qu'il faut réagir sur, maintenant, papillon. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Vous m'avez peut-être pas permis que votre métier de journaliste est encadré. Il est encadré par la loi. Il n'y a pas une immunité de journaliste. Parce que lorsque j'entends des faits sur, par exemple, une personne comme Paul Chouta, il faut rappeler aux Camerounais que depuis 2014, Paul Chouta s'était rendu spécialiste de chantage et de diffamation. Aujourd'hui, Paul Chouta fait face à la justice. Paul Chouta n'avait pas une immunité. Donc, cette espèce de dogme qui veut que aujourd'hui, il faut à tout prix transgresser la loi pour mettre l'État devant les faits ne peut pas prospérer. Nous sommes dans un état de droit et vous-même, monsieur Otou, chaque fois que vous sortez une information, vous vous assurez de recouper parce que vous ne voulez pas rentrer dans le champ de l'illégalité. Donc, on ne peut pas se permettre ici d'encourager l'illégalité. Nous ne sommes pas dans un état de nature, celui que le MSC veut installer. Donc, il est très important et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Le journaliste qui est décédé, paix à son âme, il faut que nous ayons des éléments sur les causes de son incarcération, les conditions de son incarcération et une enquête qui va nous dire si, 1, il a eu des sévices corporels, 2, les causes de sa mort, parce que la mortalité en milieu carcéral n'est pas une exception au Cameroun. La mortalité en milieu carcéral fait l'objet d'études dans le monde et qui prouvent que des personnes décèdent lors de leur incarcération. Merci, Dr Luison Isomba, sur ces 2 actualités. Justement, il y a l'interdiction des veillées funèbres dans la région du Centre et Papillon qui interdit d'organiser un hommage à Manu Dibango. Oui, pour le premier point, il faut savoir que les autorités de police administrative avaient déjà pris sur elles l'interdiction de toutes ces gestions mortuaires. Je dois vous rappeler qu'à Bafia, dans l'Ombam, le prophète s'est opposé radicalement
à l'enterrement de Madame Loumet, Madame Zimtiem, qui est, comment dire, c'est que c'est un artiste peu recommandable. Peu recommandable parce qu'on l'a vu, même dans le cadre musical, on se rappelle du duel entre les artistes épais et comme lui, il leur a vendu son brevet d'invention et il est revenu chanter la même chanson. On l'a vu, et moi personnellement, je l'ai vu cogner l'enfant de sa voiture et il est parti en fuite. Et aujourd'hui, il veut par pur opportunisme recueillir une occasion pour s'embourgeoiser. Je pense que ce n'est pas normal. Manu Dibango, c'est un artiste au talent iconoclaste. Donc on ne peut pas se lever un bon matin comme ça et espérer faire une organisation de ses obsèques lorsqu'on n'a pas eu une autorisation préalable de la famille. C'est une famille bien organisée, donc il faut respecter la mémoire de ce grand artiste qui part quand même dans des conditions extrêmement difficiles. Valérie Mandengue, Papillon interdit d'organiser un hommage à Manu Dibango. Je pense que c'est une décision pour la famille de bon sens. Je pense que un artiste de la dimension de Manu Dibango, tout recueillement qu'on peut faire pour lui ne peut pas se faire dans ces conditions. Je pense que monsieur Papillon a été maladroit et heureusement que la famille a rattrapé cela parce que lorsque, et c'est ce que nous émettons comme souhait, lorsque la Covid-19 sera derrière nous, lorsque nous allons faire le bilan de cette pandémie dévastatrice, Manu Dibango fait partie de ces icônes-là dont la disparition nous rend tristes, mais ces icônes-là qui devront avoir des obsèques à la dimension de ce qu'ils étaient. Manu Dibango n'aura pas que des obsèques nationales au Cameroun, ça va commencer par la France, ce pays qu'il a adopté, et ça va se terminer ici. Et je pense que ce soit pour la France, que ce soit pour l'Europe ou pour le monde entier, il aura un hommage qui sera digne de soi. Et au Cameroun, je pense que ceux qui organiseront l'hommage national à M. Manu Dibango seront des personnes qui ne seront pas de l'acabit de M. Papillon, avec tout le respect qu'on a pour lui. Voilà, on va terminer avec Wifi dans quelques secondes. On arrive au terme de l'émission. Papillon Motanguigna qui veut rendre hommage à Manu Dibango. La famille dit niet. Je crois que c'est la seule partie du reportage qui n'est pas un débat. Parce que même si Papillon était un ange tombé du ciel, la famille a la légitimité absolue, et pas par les urnes, la légitimité absolue de décider de qui doit participer aux funérailles du membre de leur famille ou non. Donc ça n'a rien à voir avec l'égalité intrinsèque de Papillon. À partir du moment où la famille a dit on ne veut pas de lui, le débat il est clos. C'est ainsi que ça se passe quand on a un patrimoine génétique qu'on partage. Voilà, merci une fois de plus. Wilfried d'avoir été avec nous, Wilfried depuis Francfort en Allemagne. Merci Valérie Mandengue d'être venue. Merci à vous, docteur Luison Essomba, c'est plus pour vos éclairages. Hein. Merci. On va relire l'article 142. 142. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Toute l'équipe conduite par Séverin Touban vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Banjoun.